Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition de 20h. C'est parti pour le sommaire avec la grève de 72 heures des contrôleurs aériens et ses conséquences fâcheuses. Des passagers d'Air Sénégal au Cap Skirring ont dû rebrousser chemin après l'annulation de leur vol. Les syndicalistes qui regrettent la réquisition de militaires et d'élèves contrôleurs avertissent sur un risque réel de collision d'avions. Les écoles élémentaires Kerbaïfal 1 et 2 dans la commune de Mbao, submergées par les eaux de pluie, risquent de ne pas être opérationnelles pour la rentrée scolaire. Le rendez-vous du Oubitei Djangotei ne sera très certainement pas respecté. Reportage à suivre dans ce 20h. À Tataguine, l'association des parents d'élèves du lycée mixte demande le départ du proviseur. Il est accusé de gestion nébuleuse des fonds de l'établissement. Et puis football, des changements dans le 11 de départ d'Aliou Cissé pour affronter la Bolivie ce samedi à Orléans. Le sélectionneur national face à la presse cet après-midi a annoncé son intention de donner du temps de jeu à ceux qui en ont le moyen. Reportage à suivre en fin de journal avec notre envoyé spécial Mamfatou Ndoye. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Les conséquences de la grève des contrôleurs aériens des passagers d'Air Sénégal au Cap Skirring ont dû rebrousser chemin après avoir été convoqués à l'aéroport à cause d'un vol qui a été annulé. Écoutons à ce propos les témoignages d'un des passagers. Alors les passagers ont été convoqués à 11h30 pour un vol qui devait se dérouler à 14h30. Et à 12h30, on nous informe qu'il y a grève des aiguilleurs. Mais malgré ça, on a pu quitter 14h pour être au Cap à 14h30 et on a procédé à l'enregistrement des bagages, donc l'enregistrement pour le départ. Là, le syndicat des aiguilleurs du ciel qui soutient que dans l'affolement, les autorités ont réquisitionné des élèves contrôleurs toujours en formation à l'école qui n'ont jamais tenu de position de contrôle de leur vie et des militaires qui n'ont ni les compétences ni les qualifications pour gérer un espace aérien aussi complexe. Ces syndicalistes soutiennent que le risque de collision d'avion est bien réel. Nous parlons de toute autre chose à présent avec l'affaire Barna, l'usine de fabrique de farine de poisson et les populations de Kayar qui atterrit au tribunal de grande instance de Thiès. Des jeunes du collectif pour la défense des intérêts de Kayar étaient au tribunal pour déposer une plainte avec leurs avocats. Ils dénoncent les conséquences désastreuses de cette usine sur l'environnement et la santé des populations. Les avocats de l'usine Barna ont aussi apporté la explication dans cette correspondance signée Cheikh Anta Diop. Des jeunes de Kayar regroupés au sein du collectif pour la défense des intérêts du village traditionnel des pêcheurs Kayar sont venus nombreux au tribunal de grande instance de Thiès pour déposer une plainte contre l'usine de fabrique d'huile et de farine de poisson. Ils dénoncent le danger permanent que représente cette usine dans leur localité. Le meilleur dossier, c'est quand la population de toute une contrée se déplace au tribunal pour montrer les nuisances dont elles sont victimes. Dans le cadre de la procédure judiciaire, je pense que à la date du 6, lorsque nous plaiderons, lorsque nous présenterons nos éléments, les gens pourront se rendre compte de ce que vivent les populations de Kayar. La réponse ne se fait pas attendre. Le directeur de l'usine Barna a aussi commis 2 avocats pour plaider ce dossier. On a tenu à se déplacer pour vérifier si ce qui est écrit est vrai ou non. Nous avons été surpris de voir que l'usine fonctionne, mais vous n'entendez aucun bruit. Une unité industrielle qui a investi plus de 10 milliards et qui apporte du social à la population, c'est un Sénégalais, c'est un compatriote comme moi. Je ne veux pas que cette personne-là avance. C'est-à-dire dans ce pays, vous faites 2 pas, on vous tire vers le bas. Et malheureusement, c'est ce qui est dommage dans ce pays-là. Donc c'est pourquoi nous entendons mener le combat pour que la justice triomphe dans cette affaire. Cette affaire est loin de connaître son épilogue. L'audience est renvoyée au 6 octobre prochain sur demande des avocats de l'usine Barna Touba Protéines Marines.
pour un climat apaisé au niveau du ministère de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire. Le nouvel occupant des lieux tend la main aux travailleurs en grève. Ali Ngouille promet de trouver des solutions à leurs revendications. Écoutons le tout nouveau ministre au micro d'Abdou Diouf Diagne Ahmadou Bamba Samb. Il s'exprimait lors de la cérémonie de passation de service tenue à la sphère ministérielle de Diamniadio. Je demeure en effet convaincu que c'est dans un environnement professionnel propice au travail bien fait que tous nos collaborateurs pourront encore donner le meilleur d'eux-mêmes. D'ailleurs, je prends l'engagement, à côté de mes collègues en charge du secteur primaire, à poursuivre le dialogue avec vous et au sein du gouvernement pour trouver une solution à vos revendications suite à la correspondance du ministre des Finances relativement à l'arrêt de vos indemnités du fait de la revalorisation généralisée des salaires des agents de l'État intervenue en juillet 2022. Pour cela, je recevrai dans les plus brefs délais les responsables du syndicat national des travailleurs et techniciens de l'agriculture du Sénégal et l'ensemble des acteurs impliqués dans ce dossier pour d'abord les écouter et m'enquérir de la situation afin d'entamer des négociations et travailler à ce qu'une issue heureuse soit trouvée avec l'aide du bon Dieu dans l'intérêt exclusif du Sénégal et du secteur agricole. Pendant ce temps, les agents techniques d'élevage de la région de Kolda sont très en colère. Ils réclament le paiement de leur indemnité salariale. Pour cela, ils ont entamé une grève de 72 heures renouvelable. Les détails dans cette correspondance signée Abdoulaye Diallo. Un mouvement de grève qui se justifie par la rétention de nos indemnités au sein du ministère par l'ex-ministre des Finances, Abdoulaye Daouda Diallo, qui depuis janvier, nos partenaires, nos collègues de l'agriculture, de la pêche ont reçu leurs indemnités et jusqu'à un moment où nous vous parlons, nous, le service de l'élevage, n'a reçu 0 franc. Et en tout temps, il y a même une note qui est sortie pour dire que maintenant, il y aura plus d'indemnités. Aujourd'hui, nous avons démarré notre premier plan d'action est de 72 heures. 72 heures renouvelables. Pour l'instant, nous avons décidé de ne pas faire l'inspection des viandes au niveau des abattoirs, mais il faut une petite précision, c'est-à-dire nous n'avons pas interdit aux bouchers d'abattre, mais les bouchers, eux, ils savent que s'ils abattent, leur viande ne sera pas inspectée. Et une viande non inspectée, la population peut courir des risques qui, demain, nous dégageons toute notre responsabilité. Lors de l'inspection, il n'y a pas de SNSE, c'est-à-dire de surveillance nationale épidémiologique que nous faisons chaque jour. Chaque semaine, nous envoyons des données au niveau de nos chefs de services départementaux pour qu'ils puissent remonter les données au niveau du ministère de l'élevage pour que les gens sachent réellement ce qui se passe dans telle zone à l'instant T. En dehors de ce boycott de l'SNSE, il y a la campagne de vaccination qui sera boycottée ultérieurement si rien n'est fait. En dehors de la campagne de vaccination, il y a aussi le recensement du cheptel qui sera aussi... C'était plutôt des agents qui s'exprimaient au micro d'Abdoulaye Diallo. Je vous l'annonçais dans les titres de ce 20h, quelques jours seulement, à quelques jours de la rentrée scolaire. Beaucoup d'écoles sont toujours occupées par les eaux de pluie. C'est le cas des écoles élémentaires Kër Mbaye Fall 1 et 2 dans la commune de Mbao. Ces écoles risquent de manquer le grand rendez-vous du Oubitey Djangatay. Un reportage signé sur place Moussa Mané avec des images de Thierno Laurent Mendy. Un lieu inaccessible. Difficile de se frayer un chemin pour accéder dans les salles de classe. L'eau occupe toute la cour de l'école à quelques jours seulement de la rentrée scolaire. Nous voyons qu'avec les pluies, les écoles sont souvent inondées. Surtout l'école Kër Mbaye Fall 1 et Kër Mbaye Fall 2. C'est des lieux où les enfants fréquentent et nous savons que les enfants ont souvent des difficultés, surtout quand il y a la présence de l'eau. Ils y jouent. Et il y va également de leur santé, mais également de la responsabilité des parents. Juste, il y a un canal qui est ici. Si on l'avait débouché, je crois que l'école ne sera pas inondée. Les écoles élémentaires de Kër Mbaye Fall 1 et 2 dans la commune de Mbao risquent de manquer au grand rendez-vous du Oubitey Djangatay. Nous voulons que les autorités locales jouent leur rôle. Parce que je pense qu'au niveau de l'élémentaire, l'éducation est l'une des
compétences transférées. Donc nous, Ubitei Djangetei, d'autant plus que c'est le slogan du gouvernement. Donc il faut que le gouvernement également puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux enseignants de venir à l'école et de faire cours le jour même. Selon les autorités municipales, tout le nécessaire sera fait afin d'évacuer l'eau avant la rentrée. À l'approche de l'ouverture des classes, le maire a pris les devants avec ses équipes et nous allons déployer de gros moyens pour évacuer ces eaux dans les écoles élémentaires, dans les collèges et dans le lycée. Les élèves vont rejoindre les classes dès le début du mois d'octobre. Il reste à savoir si le Ubitei Djangetei sera respecté. Direction Tataguine, à présent l'association des parents d'élèves du lycée mixte demande le départ du proviseur. Il est accusé de gestion nébuleuse des fonds de l'établissement. Ce dernier minimise et parle de cabale et de haine contre sa personne. Explication à Abdou Karim Bey plutôt et Aminata Goudiaby. Au départ, les membres de l'association des parents d'élèves du lycée de Tataguine avaient prévu une marche. Faute d'autorisation, ils se sont contentés d'une conférence de presse. Ils protestent contre la gestion du proviseur de l'établissement. Ils la jugent nébuleuse. Le bilan est complètement négatif. Pour une école qui génère 17 millions, il nous a présenté un bilan qui ne nous convient pas. De par ses dépenses, qui ne sont pas justifiées. En dehors de cela, il nous doit de l'argent, il a lui-même reconnu. La dette s'élève à 1 million. Les réunions, selon eux, ont été tenues pour demander des comptes à l'administration, mais il n'y a pas eu de consensus. Le proviseur a eu du mal à convaincre l'APE sur l'effectif réel des élèves du lycée. Dans un premier temps, l'effectif qui a été présenté était de 1589. La deuxième réunion, l'effectif a passé de 1589 à 1618. À la prochaine réunion, l'effectif a encore évolué. On est passé de 1618 à 1656. À la prochaine réunion, l'effectif a encore évolué. L'effectif réel du lycée est de 1735. L'argent de l'école, ces fonds sont calculés par rapport à l'effectif. Une mission d'audit a même été envoyée au lycée de Tataguine. Comme l'audit était en cours de route, tous les documents ont été transférés au niveau du ministère de l'Éducation. Le proviseur incriminé nie en bloc ces accusations. Peut-être que c'est ma personne qui pose problème. Tous les professeurs du lycée ont eu, quand même dans notre groupe WhatsApp, pour fustiger leur attitude. Ces gens-là, qui sont des politiciens. Les parents d'élèves réclament en outre la réalisation d'un nouveau lycée à Tataguine. L'ancien est devenu trop petit pour contenir les 2000 élèves qui le fréquentent. À présent, des préparatifs du Gamou de Tivaouane, plusieurs travaux entamés dans la cité religieuse pas encore achevée. Le comité d'organisation étale ses inquiétudes. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, rassure et demande à tous les démembrements impliqués dans ces travaux à accélérer le pas avant le Gamou. Compte rendu du CRD tenu ce jeudi avec Aminata Baresso et Younous Diata. Entre le comité en charge de l'organisation du Gamou et les services impliqués, beaucoup de préoccupations ont été soulevées. Le maire de la ville de Tivaouane, qui a pris part à la réunion, a évoqué un certain nombre de lenteurs liées entre autres à l'achèvement des travaux routiers, à l'assainissement, mais également à la disponibilité d'équipements médicaux. Non seulement les démembrements de l'État qui disposent de l'expertise professionnelle, mais également ñi nga xam ne ñoom la ñu bëgg servir mooy le comité d'organisation yi xam ce qu'il y a sur le terrain ñoom tam wax nañu te man ma jàpp ni ñaar ñooñu suñu méngaloo seen xam-xam li ñu bëgg am ci Tivaouane daanu ko am ci Tivaouane waaye nag yombul ma bëggoon rek les dernières interventions du comité d'organisation, les problèmes immenses qu'ils ont soulevés, et comme l'a dit le maire de Tivaouane, il y a beaucoup de choses qui manquent. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui manquent. Nous sommes un pays en voie de développement. Nous n'avons pas de budget pour réaliser tout. Et je suis bien placé pour le dire. Cette année, la ville sainte de Tivaouane attend une forte affluence de fidèles après 2 années de pause due à la pandémie Covid-19. Un événement de haute facture qui nécessite des dispositions spécifiques. Mais je suis persuadé que ce fait qu'il y a ce sont des questions opérationnelles. Les gens du terrain ont parlé. Les mots nous manquaient. Et c'est l'État qui est là. C'est l'État qui dispose des moyens pour régler ces problèmes-là. Ce n'est pas au niveau individuel, ni au niveau du maire, ni au niveau de la présidence du conseil municipal. C'est au niveau de l'État dont les démembrements sont ici, faisant face aux gens du terrain qui savent ce qui se passe sur le terrain. Et que l'on dégougne,
Le ministre de l'Intérieur, qui a présidé le comité régional de développement, a promis au comité d'organisation une accélération des travaux avant l'arrivée des fidèles dans la ville sainte de Tivaouane. Parlons de toute autre chose avec le rapatriement de Sénégalais en provenance du Niger qui a démarré depuis hier. Une centaine de nos compatriotes ont rejoint leur pays. Cependant, les conditions de ces Sénégalais à l'étranger sont loin d'être les meilleures. C'est tout le sens du plaidoyer des ONG comme Otra Africa. L'État, pour sa part, rappelle à ces ONG de revoir le discours qu'elles adressent souvent à la jeunesse. Plus de détails dans ce sujet signé Marcel Maroun et Mohamed Dian. L'ONG Otra Africa déplore la situation dans laquelle se trouvent nos compatriotes dans certains pays étrangers. Nos jeunes confrères sont confrontés à des problèmes dans le chemin de la migration. C'est vraiment déplorable que certains sont dans des centres de rétention en Espagne, d'autres au Niger, et notre jeune confrère qui est détenu en Tunis suite à un incident mineur à l'aéroport de Tunis. Vraiment, Otra Africa rappelle que le rapatriement, l'expulsion sont régis par le droit international. Et là, nous exigeons que ces jeunes soient rapatriés dans les conditions humaines, dans des conditions de dignité. Et sur ça, nous rappelons l'État du Sénégal. Ce n'est pas une politique restrictive de la mobilité de nos jeunes qui va régler le problème de la migration irrégulière. Ça, il est de facto qu'on trouve une politique cohérente pour assister nos jeunes parce qu'ils doivent sortir. Ils doivent aller pour étudier, ils doivent aller chercher une vie meilleure. Et ça, c'est à l'État du Sénégal de leur garantir par rapport à cette mobilité que ce soit fait dans de meilleures conditions comme les autres pays le font. Pour sa part, l'État persiste et signe et demande aux ONG de changer leur façon de communiquer. L'État fait son rôle, mais il appartient aussi aux acteurs non étatiques qui sont engagés dans le processus de ces ONG, qui ne doivent simplement pas en faire des situations de captation d'aide internationale, mais qui doivent aussi être dans la prévention. La première chose, nous devons dire à notre jeunesse que on peut rester ici et réussir. Et donc c'est ça, c'est comment offrir des opportunités à nos jeunes pour rester ici et réussir. Et c'est tout le sens de nombreux efforts du gouvernement du Sénégal à travers les batteries de mesures de financement DER, ANPEJ, FONGIP, le FES, l'ADPME. Tout cela pour dire aux jeunes qu'on peut rester ici et réussir. En rappel, les autorités sénégalaises ont mis en place des mécanismes pour améliorer la situation des Sénégalais de l'extérieur. Loin d'être exhaustif, il concerne les élections des parlementaires acquis à la diaspora, l'augmentation des fonds alloués aux Sénégalais de l'extérieur ou encore l'instauration des centres de production pour l'établissement de pièces d'identité dans les pays de résidence. Maroun, passation de service au ministère de la Culture et du Patrimoine. Aliou Sow invite ses hommes à se mettre dès à présent au travail. Il a exprimé son désir de travailler en parfaite harmonie avec tous les acteurs culturels. L'ancien ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, qui a passé le témoin au professeur Aliou Sow, a saisi l'occasion pour appeler les grands chantiers qui attendent le tout nouveau ministre avant de lister toutes les réalisations du département qu'il avait en charge. Compte rendu signé Ibou Diouf avec des images d'Aliou Gagne. Cette image renvoie à un fait très connu dans le milieu de l'audiovisuel, même dans le théâtre. Comme un comédien qui a fini de jouer son rôle d'acteur et cède la place à un autre, dans le carnet de bord du tout nouveau, il est bien mentionné, bien gérer les acquis dans ce département et corriger les manquements notés. Au ministère de la Culture, l'institution conserve sa place, mais Abdoulaye Diop, lui, passe les rênes. C'est l'occasion pour moi de leur exprimer ma gratitude, ma reconnaissance, mais surtout mon engagement sans faille, avec loyauté, rigueur et détermination à jouer ma partition suite à vos nombreux efforts dans la gestion de ce secteur. Pour cela, il nous faut agir à l'unisson, de manière complémentaire. Quand je vous ai appelé, je vous ai dit, dites à vos collaborateurs que nous sommes tous des dirigeants d'une même famille. Comme ce qui se fait quand on reçoit un note de marque. Montrer les bonnes pistes sans oublier les labyrinthes et rappeler aussi les réalisations, surtout dans le domaine du cinéma, de l'édition et la réaction de l'État lors de la pandémie du coronavirus. J'aurais pu évoquer aussi la loi portant statut de l'artiste, dont les décrets d'application sont en cours de finalisation. Une attention particulière a été portée aux femmes et aux hommes qui agissent dans le secteur de la création culturelle. Monsieur le ministre, vous voici dans une grande et belle maison, ouverte avec des perspectives de grandeur au service du Sénégal et de l'Afrique. Je vous remets le témoin et vous accompagne de mes vœux
de succès dans une nouvelle mission. Le changement dans la continuité, précise le ministre Ali Sow, dans sa volonté d'apporter sa contribution pour le rayonnement de la culture. Le ministre est attendu sur beaucoup de chantiers, à savoir le statut de l'artiste, le mémorial de Gorée, la construction d'une nouvelle école nationale des arts et de la culture, entre autres. Nous parlons football à présent. Le Sénégal veut continuer dans la même dynamique, celle de la victoire demain contre la Bolivie. On peut s'attendre donc dans le 11 de départ à des changements car Aliou Cissé veut donner du temps de jeu à ceux qui en ont le moins en match de préparation demain. Donc face à cet adversaire pas au nom ronflant mais qui sera très rugueux, sentiment partagé par le revenant Crépin Diatta. Le sélectionneur et le joueur ont fait face à la presse cet après-midi à la veille de la rencontre, compte rendu signé Amam Fatoudoy. Donner du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas et travailler en perspective de la prochaine et importante liste du mois de novembre, c'est l'un des objectifs de ces matchs amicaux. Mettre en place notre projet de jeu et qu'on continue sur la lignée et les dynamiques qu'on a eues depuis quelques temps. Maintenant, comme je vous l'ai dit, au-delà aussi de gagner, même si c'est très important de gagner aussi, on a constitué un groupe de 26 joueurs, au départ 29, 26, c'est pour aussi donner du temps de jeu à ces garçons-là, comme je l'ai dit, leur donner la possibilité aussi de s'exprimer pour que justement, à ce mois de novembre-là, qu'on puisse vraiment avoir une liste homogène et une liste cohérente. Voilà. Face à la Bolivie, le sélectionneur national et ses joueurs s'attendent à avoir une grosse adversité, à l'image de ce que proposent les équipes de l'Amérique latine. On a pensé en tout cas qu'il fallait, avant cette Coupe du Monde-là, jouer et faire face à une opposition d'une équipe d'Amérique du Sud. On a l'occasion de le faire avec la Bolivie, quand on connaît les équipes d'Amérique du Sud, c'est souvent des équipes bien organisées, c'est souvent des équipes qui mettent de la densité, qui mettent de l'agressivité dans leur jeu. Demain, je ne serais pas étonné que ce soit tout sauf un match amical. C'est des matchs très importants pour nous. Je pense que la fédération ou bien les coachs ils ont décidé de jouer la Bolivie, c'est pour une raison. Donc aujourd'hui, on connaît tous les équipes de l'Amérique du Sud. Souvent, c'est des équipes qui sont agressives, c'est des équipes qui sont joueuses. Donc ça tombe bien qu'on joue avec l'Équateur. Je pense que il y a une similitude. De retour après plus d'une année d'absence, Crépin Diatta est heureux et se met à la disposition du coach, que ce soit sur le côté ou au milieu de terrain. Et aujourd'hui, j'ai pas un problème pour jouer à ces deux postes-là. Vu que même à Monaco, mon coach me le dit souvent, je sais que tu peux jouer un rôle derrière l'attaquant ou sur les côtés. Donc, j'ai pas de préférence. Je reste toujours à la disposition du coach. Un 11 remanié certainement, avec notamment ses absences notées du côté de la défense. Les Lions pourront compter sur le soutien du public orléanais puisque le match se jouera à guichet fermé. De changement de système en vue demain, malgré les absences, ce sont les mots d'Aliou Cissé. Peut-être une évolution en cours de match, mais pour le sélectionneur, à 2 mois du mondial, il veut rester sur ses certitudes, ces mêmes certitudes qui lui ont permis d'être champion d'Afrique. Nous l'écoutons. À 2 mois ou à 3 mois de la Coupe du Monde, il est très difficile de pouvoir faire une révolution encore sur le plan tactique. C'est aller avec nos certitudes, même si c'est vrai que nous sommes en déséquilibre, effectivement, sur certains postes. Mais on a essayé des choses à l'entraînement depuis un bon bout de temps qu'on aimerait essayer aussi dans ces 2 matchs-là. Nous savons qu'il y aura une équipe, en tout cas, qui jouera le premier match et il y aura une deuxième équipe aussi qui jouera ce deuxième match-là. Donc pour moi, on va rester quand même fidèle à ce que nous savons faire sur la stratégie, la tactique qui nous a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Ce qui nous a fait gagner la Coupe d'Afrique, ce qui nous a qualifié aussi à cette Coupe du Monde-là. Maintenant qu'au courant du match, ou bien au fur et à mesure du match, qu'on évolue sur le plan tactique, ça aussi, ça peut être une possibilité. Propos recueillis par Moufatundo et Hamza Diallo. Voilà, c'était tout pour ce 20h. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Binta Diallo pour la deuxième partie de Soir d'Info.